Ce programme vous est offert par Illico Cash. Le festival Amani, prévu à Goma dans la province du Nord Kivu, aura bel et bien lieu à la date fixée. Le maire de la ville l'a de nouveau autorisé. Bientôt, l'IGF au ministère du Travail pour décourager les abus observés dans les secteurs. Annonce faite lors d'un échange entre le ministre du Travail, Emploi, Ephraïm Akwakwa, et l'inspecteur général des Finances, chef des services, Jules Alingueti. Nous parlerons également de l'affaire opposant le ministère de la Santé publique à la société Padiat. Pour l'avocat du ministère, le ministère de la Santé publique n'a violé aucune disposition légale et a agi en toute légalité en résiliant les contrats avec la société Padiat. Bonsoir à tous et bienvenue sur Télé 50. Si vous nous rejoignez au Sénat, le projet de loi portant reddition des comptes 2023 et des finances rectificatives 2024 a été envoyé à la commission ECOFIN pour examen approfondi. L'économie de ces deux projets de loi ont été présentés par le ministre des Finances Doudou Fouamba et celui du budget Aimé Boji. Le débat a été houleux au cœur de cette plénière présidée par le speaker du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde. Grâce à Lambeau, signe ce reportage. C'est une plénière qui a débuté à 14 h et a pris fin vers 22 h. Intervenant le premier, le ministre des Finances Doudou Fouamba a présenté aux élus de la Chambre haute du Parlement l'économie du projet de loi portant reddition des comptes de la loi des finances 2023. Il s'est apaisanti sur 3 points importants, notamment la synthèse du projet de loi, la situation consolidée des financements et les principales articulations du projet de loi. Doudou Fouamba a indiqué que le projet de loi des finances 2023 a été exécuté dans un contexte marqué par l'organisation des élections de décembre 2023, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, marquée par l'agression rwandaise sous couvert du M23, les conflits communautaires, sans oublier la situation socio-économique marquée par la situation de la mise en œuvre de différents programmes importants de développement. Invité à son tour à présenter l'économie du projet de loi de finances rectificative 2024, le ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji, a fait savoir que l'élaboration de ce projet de loi des finances rectificative est justifiée par des changements majeurs introduits par 4 faits majeurs, à savoir l'avènement du gouvernement issu des élections de décembre 2023, les pressions sur le cadre macroéconomique suite au choc externe et interne, l'issue heureuse de la renégociation du contrat sino-congolais à l'initiative du chef de l'État et enfin l'aboutissement des négociations avec la Banque mondiale pour des appuis budgétaires importants. Après la présentation faite par les 2 membres du gouvernement, le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, a ouvert le long débat qui a enregistré 31 interventions ayant relevé entre autres les incohérences des dépenses effectuées en urgence, la question des pertes fiscales, la question de la gestion des provinces, le respect de textes dans le mode de gestion de la République, notamment la loi de finances. Les sénateurs ont également souligné ce qu'ils qualifient d'incohérence entre le rapport de la Cour des comptes et la présentation du ministère des Finances sur certains chiffres. Après les réponses des membres du gouvernement, les 2 projets de loi ont été confiés à la commission ECOFIN qui a un délai de 7 jours pour un examen approfondi. Les nouvelles du Parlement, c'est lui qui avait initié la question orale avec débat à l'endroit du ministre du Plan, Freddy Bonzeke, s'est dit à moitié satisfait des réponses lui fournies par Guylaine Nyombo, qui devait s'expliquer sur l'exécution du programme de développement de 145 territoires. L'élu national des Mouchi a relevé quelques insuffisances dans la réplique du ministre, qui n'a pas tenu compte de la réalité sur le terrain. Freddy Bonzeke, qui a confirmé qu'il y a eu détournement, a recommandé au ministre notamment la mise en place d'une commission de suivi et évaluation au niveau de l'Assemblée nationale. On l'écoute.
des réponses que j'ai écoutées me donnent satisfaction à moitié. Autrement dit, il y a des préoccupations qui ont été rencontrées et d'autres qui n'ont pas été rencontrées. Par exemple, j'ai posé la question au vice-premier ministre d'évaluer les programmes et de dire si là il s'agit d'une réussite ou d'un échec. À cette question, en ce qui concerne la province de Mai-Ndombe, le ministre n'a pas répondu à la question, mais bien au contraire, a fait une gymnastique, un exercice consistant à relever les gaps entre l'exécution physique et l'exécution financière, sauf dans les territoires de Kwamouth où l'exécution physique est supérieure à l'exécution financière. Dans tous les autres territoires, c'est bien au contraire, c'est le contraire, c'est-à-dire l'exécution financière est supérieure à l'exécution physique. Seulement que, en le disant de cette manière, je ne sais pas pourquoi le vice-premier ministre ne considère pas ou ne constate pas que les prestataires, les sociétés prestataires ont en ce moment ou détiennent des fonds sans avoir fait le travail. Et ces comportements-là s'appellent en droit détournement des deniers publics. Restons à la chambre basse du Parlement, non satisfait des éléments des réponses apportées par le ministre des Mines, Kizito Paka-Pomba, sur sa question orale avec débat sur l'exploitation illicite des minerais par des sujets chinois à Mwenga, Chabunda et Fizi, 3 territoires de la province du Sud Kivu. L'élu de Mwenga, Lutala, Moutiki Trésor, vient de déposer une interpellation contre ce membre du gouvernement Toulouka. Procédure parlementaire reconnue. Le ministre des Mines sera de nouveau devant les élus du peuple pour ces dossiers qui avaient retenu l'attention des élus du peuple. En dépit des éléments de réponse avancés par les ministres Kizito face à la représentation nationale sur l'exploitation illicite des minerais dans le Sud Kivu, notamment à Mwenga, Chabunda et Fizi, où plusieurs projets chinois possèdent des carrés miniers et ne respectent pas certaines dispositions du code minier en vigueur. Le respect des textes infrangibles relatifs au cahier des charges, à la redevance minière et à la dotation des 0,3% minimum du chiffre d'affaires pour les projets de développement communautaire et pour les communautés impactées est suivi sans compromission. L'auteur de la question orale avec débat, le lit de Mwenga, Trésor Moutiki Lutala, avait pris sa responsabilité devant la plénière en ces termes. Je suis très déçu des réponses de monsieur le ministre des Mines ici présent. Compte tenu de la gravité des faits contenus dans les syllabus qu'il nous a remis, je ne suis pas satisfait de ces réponses. Merci, Président. Et sans attendre, cet élu du peuple a utilisé l'autre mécanisme du contrôle parlementaire conformément à la Constitution et au règlement intérieur. En définition, Trésor Moutiki a déposé une interpellation contre le ministre des Mines, Kizito. Et les députés nationaux élus de la province du Lualaba ont échangé ce vendredi avec le directeur général du cadastre minier, Popol Maboulia. Au menu, la situation d'octroi des carrés miniers dans la province cobaltifère. La rencontre a eu lieu au bureau du directeur général du cadastre minier à Kinshasa. Popol Maboulia et le caucus des élus du Lualaba se sont penchés sur la situation d'octroi des carrés miniers dans la province du Lualaba, s'agissant des exploitants artisanaux. Les élus du Lualaba ont voulu en savoir plus, d'où la raison d'être de cet entretien avec le patron du CAMI. Nous sommes venus aussi aujourd'hui échanger avec les directeurs généraux du cadastre minier. On voulait vraiment s'enquérir de la situation d'octroi de carrés miniers dans la province du Lualaba, beaucoup plus sur les exploitants artisanaux qui ne cessent de crier chaque jour et
endosse la responsabilité au directeur général de cadastre minier. Nous sommes venus ici pour avoir des éclaircissements et nous a très bien accueillis et nous a donné vraiment des informations catastreuses. Et c'est à nous maintenant de poursuivre des démarches avec d'autres services afin que les artisanaux soient bien servis dans la province du Lualaba. Et nous avons échangé avec lui et de temps à autre nous aurons des séances de travail afin que le Lualabé puisse se retrouver. À l'issue de cette rencontre, les députés nationaux élus du Lualaba ont promis d'échanger avec d'autres services étatiques dans les tout prochains jours pour l'intérêt du peuple lualabé. Direction l'IGF, réfléchir sur les mécanismes de mise en place d'un contrôle régulier afin de décourager les abus observés dans les secteurs du travail. C'est l'essentiel des discussions entre le ministre du Travail, Emploi, Ephraïm Akwakwa, et l'inspecteur général des Finances, chef des services, Julia Linguete. Pour rappel, l'amélioration des conditions du travail en République démocratique du Congo avait été largement évoquée lors du dernier Conseil des ministres. Faisons suite aux recommandations du président de la République lors de la 21e réunion du Conseil des ministres en rapport avec les conditions de travail des Congolais employés par les expatriés. C'est dans ce cadre que le ministre de l'Emploi et Travail, qui tient à l'amélioration des conditions de travail des Congolais, a initié une rencontre avec le chef de service de l'inspection générale des finances, Julia Linguete, pour qu'ensemble, ils réfléchissent sur les mécanismes qui seront mis en place par une commission permanente ministère de l'Emploi, les structures relevant de sa tutelle et l'inspection générale des finances, ceci dans l'optique de déclencher le contrôle sur le terrain qui mettra fin à l'exploitation des Congolais. Je suis venu pour une séance de travail qui devra définir les mécanismes qui seront mis en place. Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Emploi et du Travail, va créer une commission qui va comprendre les structures relevant de son autorité ainsi que l'inspection générale des finances pour qu'ensemble nous puissions déclencher des contrôles sur le terrain pour voir les conditions des travailleurs congolais employés par les expatriés. Pour la réussite de cette commission permanente, le gendarme financier a promis d'élarguer sur le terrain des inspecteurs des finances. L'inspection générale des finances va mettre là-dedans un nombre important d'inspecteurs pour que nous puissions répondre aux attentes du gouvernement. Résolument, les ministères de l'Emploi et Travail, ensemble avec l'inspection générale des finances, vont traquer tous les récalcitrants qui ne vont pas se conformer. Dans l'actualité également, le gouvernement congolais compte relancer l'exportation du café et du cacao. Le ministère du Commerce extérieur et celui de la communication et médias consolident les stratégies de communication pour bien positionner ces deux produits sur les marchés internationaux. Le gouvernement congolais est en train de mettre en place des mesures incitatives pour accompagner les producteurs œuvrant dans les filières café et cacao. Le ministère du Commerce extérieur et celui de la communication et médias sont en train de consolider les stratégies de communication pour bien positionner ces deux produits sur le marché international. Annonce faite jeudi à Kinshasa par le ministre de la Communication et médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, à la 10e édition de Makutano, qui est un forum international d'affaires. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia, qui est le marketeur en chef des produits congolais, est en train de renforcer de stratégies avec l'accompagnement de mon ministère, a ajouté le ministre de la Communication et médias devant les représentants des producteurs de la Fédération des entreprises du Congo et de l'Agence des États-Unis d'Amérique pour le développement international, l'USAID, qui appuie déjà les producteurs locaux. De son côté, la GOA permet aux pays d'Afrique subsaharienne éligibles d'exporter la plupart de leurs produits aux États-Unis d'Amérique sans droit de douane. Le café peut être un outil de rayonnement. Il y a des pays qui sont connus mondialement comme la RDC pour le cuivre et le cobalt. Pourquoi pas on rajouterait les cafés dans cette réputation? Représentant le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia, à ce panel,
Titi Sumbu, directeur de développement des produits et assistance technique à l'Agence nationale pour la promotion des exportations, a insisté sur le renforcement du dialogue permanent entre le secteur public et privé avec la création d'un cadre d'échange pour que la RDC redevienne parmi les principaux pays exportateurs du café, mais aussi examiner les mesures nécessaires pour retrouver cette place sur le marché mondial. Parlons santé dans ce journal d'affaires opposant le ministère de la Santé publique à la société Padiat, gestionnaire de l'hôpital Cinquantenaire, est déjà à sa deuxième audience devant les tribunaux suite à la demande des référés introduite par la société Padiat contre l'État pour contester la rupture du contrat qui les lie. Pour l'avocat du ministère de la Santé, la demande de la société Padiat ne devait pas être examinée devant un tribunal des référés liberté car elle concerne un litige contractuel et non une question d'urgence relevant des référés. Ce dernier a affirmé également que le ministère de la Santé publique n'a violé aucune disposition légale et a agi en toute légalité en résiliant les contrats avec la société Padiat. La procédure suit désormais son cours et une décision du tribunal est attendue dans les délais légaux. Et la SENSAP a lancé le jeudi 14 novembre 2024 à l'Hôtel Royal de la Gombe l'atelier d'installation des comités d'hygiène, santé et de sécurité au travail dans 10 autres administrations publiques. Les journées du 14 et du 15 novembre 2024 sont consacrées à la sensibilisation des nouveaux membres de CHSS, des administrations publiques bénéficiaires de ce programme. Ces sessions visent à les informer sur les actions de prévention à mener contre les accidents du travail et les maladies professionnelles dans le but d'améliorer la santé et la sécurité au travail. Dans le cadre d'une activité liée à la prévention des risques professionnels, une exigence légale, la loi prévoit que nous puissions chaque année faire un plan de prévention des risques professionnels. Et c'est dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan que nous sommes aujourd'hui pour mettre en place des comités, accompagner les administrations pour mettre en place des comités d'hygiène, de santé et sécurité au travail. Cette étape est un préalable avant l'installation officielle des 10 comités qui prendront par la suite le relais pour sensibiliser leurs collègues au sein de leurs administrations respectives. Avec cette initiative, la SENSAP vient de marquer un coup très fort dans ce qui concerne notamment les risques professionnels. Comme je me suis présenté, je suis agent public de l'État. Et nous savons que tout travail comporte des risques. Aujourd'hui, avec l'installation de comités d'hygiène, santé et sécurité, cela c'est vraiment une réforme qui vient de s'installer au niveau de notre administration publique, chose qui existe déjà chez les privés avec la SANTES, pour nous permettre dans nos différentes administrations d'avoir un noyau qui va réfléchir sur des solutions à apporter à tout ce qui est problème des risques professionnels. Certains détails seront communiqués ce 15 novembre 2024 lors de la clôture. L'arrestation du secrétaire général aux ressources hydrauliques et électricité pour détournement de fonds est à la base d'une forte tension observée depuis quelques jours au siège du secrétariat général. Ce vendredi, encore, les agents qui contestent cette interpellation étaient en sit-in. Très en colère, comme il y a 2 jours, les agents et cadres du secrétariat général du ministère des ressources hydrauliques et électricité ont brûlé de pneus pour dire non à l'arrestation de leur secrétaire général accusé de détournement des fonds publics. Ils ont séché leur bureau et ont manifesté ce vendredi, rejetant toutes les accusations formulées contre M. Mongopassi Sandja, dont ils encensent la gestion. Ils dénoncent un complot visant leur secrétaire général. Structure parallèle de l'administration qui nous torpille par rapport à nos attributions. Alors, il y a un complot, nous sommes déjà informés de ce complot-là. Donc, comme le secrétaire général est en train de faire le travail comme il se doit, tout en respectant les textes, ces gens-là veulent l'amener au magouille. Les gens-là veulent l'amener. Le problème de l'arrestation du secrétaire général, c'est ça. Présentement, là, vous avez entendu de part et d'autre, les doléances des agents disent qu'ils veulent la libération dans l'immédiat. Mongopassi Sandja, secrétaire général,
aux ressources hydrauliques et électricité est reproché d'avoir détourné les frais de rétrocession destinés aux agents et cadres du secrétariat général et aussi d'avoir instauré un climat de terreur, des griefs que refutent tous les agents du secrétariat général aux ressources hydrauliques et électricité. Au Congo central, le maire de Matadi, Dominique Nkodiambete, a procédé à la remise officielle d'un bâtiment abritant les services des chirurgies, d'imagerie et des kinésithérapie à l'hôpital général des références des Kiamvu, réhabilité grâce au financement du port ultramoderne Matadi Gateway Terminal. C'est le maire de Matadi, Dominique Nkodiambete, qui procède à l'inauguration du bâtiment à travers la coupure du ruban symbolique et à l'aspersion de la boisson avant de recevoir des mains du port ultramoderne Matadi Gateway Terminal, MGT en sigle, représenté par son responsable des ressources humaines, Jean-Dédier Loubassou, les clés de l'ouvrage. Le maire de la ville les transmet à son tour au médecin directeur de l'hôpital, le docteur Dikoumankoussa, à la grande joie du personnel soignant. S'ensuit la visite guidée qui permet aux officiels, y compris les invités, de découvrir le nouveau pavillon, désormais équipé de lits flambant neufs, abritant les services de chirurgie, d'imagerie et de kinésithérapie à la grande satisfaction du médecin directeur. MGT vient de nouveau réhabiliter ces vieux bâtiments des années 50 qui, environ 70 ans après, MGT nous réhabilite ces bâtiments. Quelle joie pour nous! Quel privilège pour l'hôpital général de référence de Kiamvu. Dans son intervention, le directeur des ressources humaines de MGT, Jean-Dédier Loubassou, a souligné la mission sociale de MGT dans la ville où il est implanté depuis mi-juin 2016. C'est un honneur pour l'équipe dirigeante de MGT de mettre ces jours à la disposition de la population les équipements et la rénovation de quelques bâtiments de l'hôpital de Kiamvu. Et c'est depuis le début de nos activités que nous investissons dans le social, principalement pour la santé et l'éducation. Nous continuons à intervenir et nous continuerons à intervenir dans la ville de Matadi. En parallèle, le pavillon de pédiatrie réhabilité et équipé de lits et des matériels médicaux par MGT a également été visité. Signalons que cette dotation entre dans le cadre de responsabilité sociale du port ultramoderne Matadi Gateway Terminal MGT en faveur de la population de la ville de Matadi. Dans le souci de maximiser les recettes de l'État, accompagné le président de la République, Félix Tshisekedi, dans ses politiques publiques et le ministre des Finances dans son combat, le nouveau directeur de la DGDA Ituri a lancé une campagne de sensibilisation et de conscientisation des douaniers. Le nouveau directeur provincial de la direction de douane et excises dans les territoires d'Aru, M. Kitenge Yamuiloa Fali, très déterminé durant son mandat à maximiser des recettes en faveur de l'État congolais à travers la DGDA Ituri. C'est ce qui constitue l'objectif de sa mission de sensibilisation et de conscientisation de douaniers et les commissaires en douane de cette partie de la province de l'Ituri. Première étape, c'était dans les territoires des Mahagi depuis vendredi 15 novembre 2024, le directeur de la DGDA Ituri, M. Félix Kitenge Yamuiloa, est arrivé à Aru après les civilités à l'administrateur du territoire. Policier d'Aru, ces derniers a eu un échange avec les chefs coutumiers de la chefferie d'Ochu, ensuite les douaniers, pour clôturer avec les commissaires en douane. Nous avons commencé à sensibiliser d'abord les agents par la conscientisation de la manière de travailler. Il faudrait que le douanier sache pourquoi il est là où l'État congolais l'a placé. Les DP de la DGDA Ituri s'est dit déterminé à changer l'image de la douane des sites provinces qui étaient réputés autrefois pour la fraude douanière. Mettre en place le mécanisme de mobilisation des recettes que nous avons communiqué, parce que notre cheval de bataille repose sur la mobilisation ainsi que la maximisation accrue des recettes. C'est en toute convivialité que le numéro 1 de la DGDA Ituri a clôturé sa mission.
Festival annulé pour des raisons sécuritaires par les maires de la ville de Goma, les commissaires supérieurs principal Kamand Faustin. Le festival Aman vient d'être de nouveau autorisé par la même autorité. Un véritable ouf de soulagement pour les organisateurs de cet événement culturel qui rassemble chaque année plus de 25 000 festivaliers pour chanter, danser pour la paix. Le ministère de la fonction publique a démarré vendredi 15 novembre à Goma la deuxième phase d'identification des agents de l'État. L'objectif de cette opération qui finance la Banque mondiale à travers le projet Encore est de maîtriser les effectifs de ces agents et celui de la masse salariale pour intégrer tous les agents des carrières des services publics au sein du fichier de référence de l'administration publique Pacheco Kavundama. Cette deuxième phase d'identification biométrique lancée à Goma par le ministère de la fonction publique concerne les agents de l'État non mis à jour, selon Ndefu Kandolo Fortuna, coordonnateur provincial de la mission d'identification au Nord Kivu. Le même que le premier, bien sûr, la maîtrise des effectifs, ainsi que celle de la masse salariale. L'intégration, en tout cas, de tous les agents de carrière des services publics au sein du fichier de référence de l'administration publique. C'est Madame Priska Luanda, conseillère principale du gouverneur militaire du Nord Kivu, en charge de la fonction publique, qui a officiellement lancé cette identification. Comme lorsqu'ils étaient passés au premier tour, on n'avait pas contrôlé tous les agents. Alors on avait besoin que la mission puisse continuer. Et aujourd'hui, nous sommes très satisfaits par rapport à cette mission. Mais nous continuons aussi à faire des plaidoyers par rapport à d'autres zones qui sont sous occupation d'IM23, parce que là, nous voyons les territoires de Massissi, de Rutshuru, une partie aussi de la partie nord de la province. Quand la paix sera rétablie, que cette mission puisse revenir pour contrôler aussi ces agents de l'État. Ceux qui ont été identifiés pour ce premier jour saluent cette opération que mènent les équipes du ministère de la fonction publique. Oui, un sentiment de très grande joie. Oui, ce n'est pas facile d'être compté parmi ceux qui sont ressassés biométriquement comme ça. Je suis très content. Je le serai toujours. Cette mission d'assainissement du fichier de référence par l'identification biométrique est financée par la Banque mondiale dans le cadre du projet Encore. Les membres de la famille régnante du Mwami Kayembe Kabungunda Paul se dit indigné du fait que le vice-ministre des Affaires coutumières Katurebe Ndeze, Jean-Baptiste, ait bouclé sa mission dans la province du Nord Kivu sans régler le nœud du problème qui est celui du conflit coutumier à la tête de la chefferie des Bukumu en territoire des Nyiragongo. Cette famille qui se réclame comme ayant droit demande l'implication du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour régler définitivement le pouvoir coutumier à Bukumu et installer le vrai Mwami Boutich Kayembe Jean Bosco. Dans une mise au point faite par la famille régnante du Mwami Kayembe Kabungunda Paul au village Kasseni, groupement Muningi, les membres de cette famille ont exprimé leur indignation après les passages à Goma du vice-ministre des Affaires coutumières Katurebe Ndeze Jean Bosco, parti sans avoir réglé les problèmes de la chefferie des Bukumu en territoire de Nyiragongo alors qu'il était en mission officielle au Nord Kivu. Leo tuko na ujumbe hasira. Nous sommes ces jours en colère et indignés car ça fait longtemps que la famille du Mwami Kayembe que vous voyez ici souffre car dirigée par les usurpateurs. Le vice-ministre des Affaires coutumières avait promis qu'il va passer ici pour remettre le Mwami Kayembe dans ses droits. On est surpris qu'il soit parti sans trouver solution au conflit coutumier à Bukumu. Kubaraza ya Mwami Kayembe kusudi aweze kurudisha sura ya usultani ya Mwami Kayembe unafasi yake. Réunis au sein du baraza du Mwami Kayembe Kabungunda Paul, il demande l'implication du chef de l'État congolais pour mettre fin au conflit coutumier à la tête de la chefferie des Bukumu.
Le membre de cette famille, Kaebe Kabungunda, continue à reconnaître Bouchichi, Kaebe, Jean Bosco comme les vrais Mwami de la chefferie de Bukumu. Le ministre provincial des Infrastructures, Mutombongo Iwashimba, a effectué une mission dans les territoires des Kabongo. Question d'évaluer les travaux qui s'exécutent sur la route Kabongo-Kamina. Ici, le ministre des Infrastructures a formulé quelques recommandations à l'Office des routes. Pour s'imprégner de l'effectivité des enseignements à Kamina, chef-lieu de la province du Olomami, après 2 mois de grève déclenchée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, le ministre provincial de l'Éducation, Recherche scientifique. Ordonné qui évolue déjà normalement, nous connaissons que c'est une école phare et nous voulons donner 7 services à tout le monde. Alors nous avons seulement demandé aux responsables de pouvoir encourager davantage les enseignants à aller parce que le retard qu'on a jamais est suffisamment remarqué. Il faut qu'on nous avons exhorté les parents à bien entretenir les enseignants et évidemment aussi la direction donc les motiver davantage par des conseils. Et on termine avec la célébration du 49e anniversaire de l'ISIPA dans ses commentaires des Dickens Kebouya. Fondé le 15 novembre 1975 par le génie de l'ingénieur Martin Ekanda Onyanginga, d'heureuse mémoire. L'ISIPA totalise aujourd'hui sa 49e année d'excellence dans l'enseignement supérieur et universitaire, en restant la meilleure institution ayant formé et lancé dans le marché d'emploi plus de 80% des professionnels dans les domaines informatiques et en sciences commerciales dans toute la République. Pour cette occasion, une messe d'action de grâce a été célébrée dans l'enceinte de l'ISIPA pour dire merci au Seigneur pour ses bienfaits et pour l'âme de son père fondateur, au cours de laquelle a été fait le lancement de l'organisation du 50e anniversaire de l'ISIPA en 2025. Aujourd'hui, 4 ans déjà après la mort de son fondateur, l'ISIPA est géré par son fils aîné et principal héritier désigné comme liquidateur, le président directeur général Martin Ekanda Odimba, qui a apporté la touche spéciale d'entrepreneuriat accompagnant ainsi la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la création des millionnaires en RDC. Dans ce mot, les PDG de l'ISIPA, l'ingénieur Martin Ekanda Odimba a souligné que cette année prépare la grande célébration du 50e anniversaire de l'ISIPA qui aura lieu la même date de l'année 2025. Exactement 50 ans que le père fondateur de l'ISIPA, l'ingénieur Martin Ekanda Onyangonga, a eu la bonne idée de pouvoir créer. Vous avez constaté qu'il a plu et qu'il pleut depuis le 15 novembre 1975. Il pleut toujours à cette date-là. Et aujourd'hui, on n'a pas dérogé à cette règle. Il a plu et il pleut au moment où vous êtes en train de faire cette interview. Un comité d'organisation sera mis en place pour la préparation du cinquantenaire de l'ISIPA d'ici la fin de ces mois de novembre 2024, a confirmé les PDG Martin Ekanda Odimba. Place au rappel des titres à présent. Le festival Amani prévu à Goma dans la province du Nord Kivu aura bel et bien lieu. Le maire de la ville l'a de nouveau autorisé. Bientôt, l'IGF au ministère du Travail pour décourager les abus observés dans les secteurs. Annonce faite lors d'un échange entre le ministre du Travail et Emploi Ephraïm Kwakwa et l'inspecteur général des finances, chef des services Jules Alingueté. Nous avons également parlé de l'affaire qui oppose les ministères de la Santé publique à la société Padiat. Pour l'avocat du ministère, le ministère de la Santé publique n'a violé aucune disposition légale et a agi en toute légalité en résiliant les contrats avec la société Padiat. Ainsi s'achève complètement ce journal. L'actualité se poursuit sur le www.tele50.cd et sur notre chaîne YouTube Banamboka Congo.
Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Inico Cash.